Certaines histoires vous hantent pour le reste de votre vie, se cachant juste derrière le rideau de la mémoire, attendant les moments tranquilles où elles peuvent nous se glisser à nouveau dans vos pensées. J'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'un cauchemar élaboré, mais les cicatrices qu'Athkilas a laissées ne sont pas de celles qui s'effacent avec le temps. Mon nom n'est pas important. L'endroit où je me cache n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vérité que je porte, une vérité qui s'accrochera à mes os jusqu'au jour où ils m'enterreront. Tout a commencé par une lettre. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème et scellée à la cire, avec un emblème que je n'arrivais pas à distinguer. S'était arrivée sans tambour ni trompette, bien calée sur ma pile de factures et de courriers indésirables, comme si elle avait été placée là, délibérément plutôt que livrée par le facteur. Mon nom était écrit au recto, dans une écriture élégante et démodée qui semblait avoir été gravée à la plume. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de cachet de la poste, rien qui indiquât d'où elle venait. J'ai hésité avant de l'ouvrir, passant mon pouce sur le bord en relief du cachet de cire. Quelque chose dans cette lettre me semblait anormal, comme si elle ne devait pas exister dans le monde moderne. Finalement, la curiosité a pris le dessus et j'ai brisé le sceau, dépliant le lourd parchemin à l'intérieur. Vous êtes cordialement invités à assister à une réunion d'esprits éclairés et de chercheurs de vérité. Venez, et les mystères des siècles seront révélés. Il n'y avait ni date, ni heure, seulement un lieu griffonné sous le texte. La salle de l'étoile silencieuse. J'ai d'abord cru à une blague. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la salle de l'étoile silencieuse. Je n'avais jamais entendu parler d'un tel endroit. Et le langage cryptique de la lettre ressemblait à quelque chose tiré d'un livre poussiéreux, de rituels oubliés. Mais plus je la tenais, plus je me sentais étrange, comme si le papier lui-même avait un poids au-delà de sa forme physique, comme s'il attendait que je prenne une décision. La vérité, c'est que j'étais agité à l'époque. Ma vie n'était qu'une série de jours sans intérêt, se succédant les uns aux autres sans que rien n'apparaisse. Alors, quand l'invitation est arrivée, promettant des mystères, promettant quelque chose de plus, je me suis convaincu que le jeu en valait la chandelle. J'aurais aimé pouvoir dire que je savais mieux. J'aurais aimé écouter ce sentiment profond qui me poussait à déchirer la lettre en lambeaux et à brûler les morceaux. Mais je ne l'ai pas fait, et ce choix, je le regretterai jusqu'à mon dernier souffle. La salle de l'étoile silencieuse n'était pas là où je m'attendais. Les instructions, qui avaient été laissées pliées dans l'enveloppe, me conduisirent dans un quartier de la ville que je n'avais jamais visité. Un quartier rempli d'entrepôts en ruines et de rues vides, où les réverbères clignotaient faiblement, comme s'ils avaient honte d'exister. Les bâtiments étaient vieux, leurs fenêtres murées ou brisées, leurs façades couvertes de crasses et de graffitis. Pourtant, malgré la décrépitude, le silence était troublant. Je m'attendais à entendre quelque chose, des rats fouillant dans les ordures, les échos lointains de la circulation. Mais il n'y avait rien, juste l'immobilité. Finalement, je l'ai trouvé. L'entrée était dénichée entre deux entrepôts, une allée étroite qui menait à une porte en bois, ornée, tellement déplacée qu'elle aurait pu être transportée ici depuis un autre siècle. Le bois était sombre et poli, et un symbole y était gravé, qui me serra la poitrine. Une étoile au centre de laquelle se trouvait un œil unique et impassible. Le même symbole avait été gravé dans la cire de la lettre. J'hésitais sur le seuil, une sueur froide se répandant dans mon dos. La voix dans ma tête, celle qui murmurait des avertissements depuis l'arrivée de la lettre, hurlait maintenant, me suppliant de faire demi-tour, de rentrer chez moi et d'oublier l'existence de cet endroit. Mais mes pieds refusaient de bouger. Je me suis dit qu'il était trop tard pour reculer, que j'étais arrivé jusqu'ici et qu'il valait mieux aller jusqu'au bout. J'ai saisi la lourde poignée en laiton,
le métal froid contre ma paume, et j'ai ouvert la porte. La première chose qui me frappa fut l'odeur, épaisse et suffocante, un mélange de cire, de vieux bois et de quelque chose de métallique que je n'arrivais pas à situer. L'air à l'intérieur était chaud, mais il était lourd, et chaque respiration me donnait l'impression qu'un poids pesait sur ma poitrine. Le couloir au-delà de la porte était faiblement éclairé par des lanternes installées dans des appliques en fer, dont les flammes vacillaient et projetaient donc de longues ombres changeantes sur les murs de pierre. Au fond du couloir se tenait un homme. Il était grand et large d'épaules, vêtu d'un costume noir qui semblait trop parfait, chaque couture et chaque pli étant impeccables, comme s'ils n'avaient jamais été touchés par la main de l'homme. Son visage était caché sous un masque sculpté dans ce qui semblait être de l'ivoire. Il couvrait entièrement ses traits, à l'exception de la bouche, qui était recourbée en un léger sourire figé qui me donnait la chair de poule. « Bienvenue », dit l'homme, d'une voix douce et exercée, comme s'il avait déjà prononcé ce mot 1 millier de fois. Il me fit signe de le suivre, puis se retourna et commença à marcher dans le couloir, sans un mot de plus. J'hésitais, le cœur battant, mais je ne pouvais plus reculer. J'entrai, la porte se referma en grinçant derrière moi, et je suivis l'homme masqué plus profondément dans l'obscurité. Le couloir s'ouvrit sur une vaste salle, la salle de l'étoile silencieuse. La pièce était immense, son plafond voûté disparaissait dans l'ombre au-dessus de moi. Les murs étaient ramés tapissés d'imposantes étagères remplies de livres qui semblaient être là depuis des siècles. Au centre de la pièce se trouvait une longue table, en bois, polie jusqu'à obtenir un éclat sombre, entourée de personnages vêtus de robes d'un cramoisi profond. Leurs visages étaient ramassés cachés sous de lourdes capuches, mais je sentais leurs yeux sur moi, un poids silencieux qui me donnait la chair de poule. La table était garnie de candélabres en laiton, dont les flammes dessinaient d'étranges motifs dansant sur la surface, et au centre, juste sous le plus grand candélabre, reposait un objet recouvert d'une étoffe de velours noir. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais sa présence me semblait immense. Son poids pesait dans l'air, attirant mon regard comme un aimant. « S'il vous plaît », dit l'homme masqué en faisant signe à une chaise vide près du bout de la table. « Asseyez-vous. » J'obéis, bien que tous mes instincts me poussent à fuir. Les personnages masqués restèrent silencieux, tournant légèrement la tête pour suivre mes mouvements, et le sentiment d'être observé devint insupportable. « Qui êtes-vous » demandai-je enfin, ma voix paraissant petite dans la vaste chambre. « Quel est cet endroit » L'homme masqué pencha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à ma question. « Nous sommes les sourciers » dit-il d'un ton doux mais ferme, le sourire gravé sur son masque semblant s'élargir. « Nous nous réunissons ici pour préserver les connaissances qui ont été cachées au monde pendant des siècles, les vérités que d'autres craignent d'affronter. » Il désigna d'un geste les étagères qui tapissaient tôt les murs, leurs innombrables livres se dressant comme des sentinelles. Ces volumes renferment les secrets des âges passés, des rites anciens, des langues oubliées et la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Mais le savoir, comme vous l'apprendrez, n'est pas donné gratuitement. Il doit être gagné. « Pourquoi moi ?» demandai-je la gorge sèche. « Pourquoi ai-je été invité ici ?» L'homme masqué marqua une pause, son expression étant indéchiffrable sous l'ivoire lisse. « Parce que vous étiez curieux, » dit-il finalement, et la curiosité est le premier pas vers la compréhension. J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je puisse parler, l'un des personnages vêtus de la table se leva. Ils se déplacèrent avec une lenteur délibérée, leur tête encapuchonnée se tournant vers l'homme masqué, comme s'ils attendaient sa permission. L'homme acquiesça une fois, et, sans un mot, la silhouette tendit la main et retira le tissu de velours qui recouvrait l'objet, placé au centre de la table.
Mon souffle se bloqua dans ma gorge, et pendant un instant, j'oubliais comment respirer. Sous le tissu se trouvait une tablette de pierre, dont la surface était couverte de gravures, qui pulsaient faiblement, comme si elles étaient vivantes. Les symboles qui y étaient gravés ne ressemblaient à rien de ce que j'avais pu voir, dentelés et anguleux, brillant doucement d'une lumière intérieure qui les faisait se déplacer et se tordre lorsque je les regardais de trop près. Au centre de la tablette se trouvait le même emblème que celui que j'avais vu sur la porte, l'étoile à l'œil fixe. Un silence de mort s'abattit sur la pièce lorsque les personnages vêtus levèrent somme les mains, paumes tournées vers la tablette, et commencèrent à psalmodier. Le son était grave et rythmé, des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas, chaque syllabe lourde de sens qui semblait se répercuter dans la chambre comme une ondulation dans une eau calme. Les autres personnages se joignirent à eux, leur voix s'élevant et s'abaissant en parfaite harmonie, le son devenant de plus en plus fort et insistant à chaque instant. Je m'agrippais au bras de mon fauteuil, mon pouls battant dans mes oreilles, tandis que l'air autour de moi se mettait à vibrer, et puis la tablette a bougé. Les symboles à sa surface s'illuminèrent d'une lumière aveuglante, les gravures se tordant et se déplaçant comme si la pierre était vivante, et un son emplit la pièce, un bourdonnement profond et résonnant qui semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. L'homme masqué resta immobile, le regard fixé sur la tablette, tandis que les personnages vêtus continuaient leur chant, leur voix s'élevant jusqu'à la fièvre, tandis que le bourdonnement s'amplifiait, faisant trembler les murs même de la salle. Je voulais bouger, courir, échapper à ce qui se passait, mais mon corps refusait de m'obéir. Je restais figé sur place, incapable de détacher mes yeux de la tablette, alors que la lumière pulsait de plus en plus fort, se gravant dans mon esprit comme une marque. Et puis, à travers la lueur aveuglante, je l'ai vue. Une ombre vaste et terrible, émergeant de la surface de la pierre, quelque chose d'ancien et d'erroné, une forme défiant l'entendement, sa forme changeant et s'écoulant comme de la fumée, tout en irradiant une présence si écrasante qu'elle fracturait mon esprit. Je ne pouvais pas la regarder, je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais, mais je sentais qu'elle m'observait, son regard pénétrant dans mon âme comme si elle pouvait voir chaque pensée, chaque péché, chaque faiblesse que j'avais jamais portée. Le chant a atteint son apogée, les voix résonnant dans la salle comme le grondement d'une tempête. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas une cérémonie, c'était une invocation. L'air de la salle s'épaissit jusqu'à ce que j'ai l'impression d'inhaler un liquide, mes poumons luttant à chaque inspiration comme si l'atmosphère elle-même s'était retournée contre moi. Les ombres qui rampaient le long des murs se tordaient et s'étiraient, défiant le scintillement des candélabres. Les symboles gravés sur la tablette de pierre pulsaient avec une telle férocité que la lumière semblait vivante, battant comme un second cœur qui se répandait dans la chambre, gravant des motifs à l'intérieur de mes paupières. Le chant tonnait à l'unisson, s'amplifiant en quelque chose de si fort qu'il cessait d'être un son pour devenir une pression, une force physique qui pressait mes tempes, comprimait ma poitrine et faisait frémir mes membres de manière incontrôlée. Mon esprit se rebellait contre ce dont j'étais témoin, incapable de comprendre la forme mouvante qui émergeait de la tablette. Ce n'était pas une créature, pas dans le sens où nous l'entendons. C'était une présence, quelque chose de plus grand que la forme, ses bords se désintégrant et se reformant constamment, comme de l'encre tombée dans l'eau, se répandant et se déplaçant dans une symétrie non naturelle. Elle s'élevait et s'étendait au-dessus de la table, sa masse à la fois infinie et contenue, bloquant le plafond voûté. Il irradiait du froid, pas le froid de la glace, mais un froid plus profond qui s'enfonçait dans ma moelle, un froid porteur de connaissance.
Je pouvais le sentir, comme s'il chuchotait dans mon esprit, même si aucun mot n'était prononcé. Les personnages vêtus, enfermés dans leur position, commencèrent à trembler comme si leur corps était poussé au-delà de leurs limites. J'observais avec horreur le tissu de leurs robes cramoisies trembler et s'assombrir sur les bords, l'étoffe brûlant faiblement malgré l'absence de chaleur. Leur chant demeurait inébranlable, bien qu'il fût à présent plus rauque, chaque voix s'étirant comme si elle était essorée. Le personnage le plus proche de la tablette, celui qui avait enlevé la couverture de velours, poussa un cri aigu qui fut immédiatement absorbé par le bruit de la pièce, et je vis la peau de ses mains se boursoufler et se décoller. J'ai serré les bras de ma chaise jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, désespérant de bouger mais piégé par la force qui m'oppressait. Je voulais fermer les yeux, faire taire tout cela, mais je n'y parvenais pas. La chose au-dessus de la table me tenait fermement, son corps vide et mouvant s'incrustant dans ma vision. Pendant une fraction de seconde, elle m'a regardé, non pas avec des yeux, mais avec une conscience qui m'a glacé le sang. Il me pénétra, non pas physiquement, mais spirituellement, comme s'il épluchait les couches de mon esprit pour passer au crible mes pensées, mes peurs, mes souvenirs. À cet instant, je n'étais plus qu'un insecte cloué sur la table, sous le regard de quelque chose qui dépassait l'entendement, quelque chose d'éternel et de totalement malveillant. L'homme masqué restait immobile, sa posture aussi rigide que la pierre, mais je pouvais sentir sa satisfaction, son respect, silencieux pour le cauchemar qui avait été convoqué à l'existence. Il ne s'agissait pas d'un rassemblement d'esprits, ni de la recherche de vérité supérieure, comme le prétendait la lettre. Il s'agissait d'un culte. L'homme masqué était un prêtre, et les personnages vêtus étaient là, la congrégation, s'offrant à quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. La lumière s'intensifia jusqu'à ce que j'aie l'impression qu'elle me brûlait vif, chaque nerf de mon corps hurlant en signe de protestation. Ma peau me picotait violemment, comme si elle allait se fendre pour révéler quelque chose qui se tordait en dessous, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. C'est alors que la tablette émit un son grave et résonnant qui fit trembler les pierres de la salle, un son qui n'appartenait pas à cette terre, un son qui appelait quelque chose de lointain. C'est alors que la pièce commença à se fissurer. Les murs tremblèrent, les pierres anciennes se fendirent, comme si la force émanant de la tablette était trop importante pour être contenue par la structure. De la poussière et des fragments tombèrent du plafond invisible, et les étagères de livres gémirent et basculèrent, leurs tomes centenaires se répandant sur le sol en tas brisés. Les personnages assis à la table oscillaient, mais ne faiblissaient n'en pas, bien que je puisse voir les conséquences de leur dévotion gravées sur leur corps. Leurs mains étaient à vif et rouge, la peau se détachant de leurs jointures comme la cire fondant d'une bougie. Puis, l'un d'eux est tombé. Cela s'est produit si soudainement que j'ai tressailli sur ma chaise. Une silhouette vêtue, mince et frêle, sous la lourdeur du cramoisi, s'est effondrée sur le sol comme si les cordes qui la tenaient debout avaient été coupées. Le chant s'interrompit pendant un seul battement de cœur, mais les autres reprirent rapidement le rythme, ignorant la silhouette tombée qui gisait à présent en se tortillant à côté de la table. Leur capuchon avait glissé vers l'arrière pendant la chute, et j'ai vu leur visage, un visage qui me suivrait jusqu'à la fin de mes séjours. Il était à peine humain. La peau était incroyablement tendue sur le crâne, les lèvres déchirées et recroquevillées en un rictus qui laissait apparaître des dents usées jusqu'à la moelle. Les yeux, enfoncés si profondément dans leurs orbites qu'ils ressemblaient à des puits d'en creux, brillaient faiblement, reflétant la lumière de la tablette d'une manière qu'aucun œil humain ne devrait jamais avoir. Du sang coulait de leur nez et de leurs oreilles, s'accumulant sous leur tête
j'entendis qu'il se convulsait une fois, deux fois, puis s'immobilisait. Je n'en pouvais plus. Mon corps s'est élancé vers l'avant, comme s'il se libérait d'une emprise invisible, et je me suis levé d'un bond. « Arrêtez !» j'ai crié, la voix rauque et cassante. « Vous devez arrêter ça !» L'homme masqué se tourna lentement vers moi, son sourire sculpté figé sur place. « Vous ne comprenez pas », dit-il d'une voix calme et respectueuse, comme s'il s'adressait à un enfant qui aurait interrompu un sermon. « C'est ce qui a été promis. C'est le prix de la révélation. » Je reculai, manquant de trébucher sur ma chaise, alors que le bourdonnement de la tablette s'amplifiait, la pierre brillant maintenant si fort que je pouvais voir des fissures s'étendre sur sa surface. La forme qui la surplombait tremblait violemment, se déplaçant de façon plus erratique, comme si elle luttait pour se maintenir. Je jetai un coup d'œil vers la porte au bout du couloir, la porte qui m'avait amené ici, la porte qui me semblait maintenant être ma seule chance de m'échapper. Et je m'élançai. « Arrêtez-le !» tonna la voix de l'homme masqué, son calme se transformant en fureur. Les silhouettes vêtues se tournèrent vers moi, à l'unisson, leurs têtes se retournant avec une rapidité qui n'avait rien d'humain. Je ne me suis pas retourné. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, alors que je m'élançais vers la sortie, le bruit des pas lourds et des respirations rauques se rapprochant derrière moi. Le sol tremblait à chaque impulsion de la tablette, et je pouvais entendre les murs de pierre s'effriter, le hall commençant à se déchirer à mesure que la présence invoquée s'intensifiait. Au moment où j'atteignais la porte, une douleur aiguë explosa dans mon épaule, brûlante et aveuglante, comme si quelque chose m'avait frappé par derrière. Je trébuchais, m'écrasant contre le bois lourd, mais l'adrénaline me maintint debout. Je m'agrippais à la poignée, arrachant la porte de toutes mes forces, tandis que des cris jaillissaient de derrière moi, des hurlements de rage et de terreur, mêlés aux gémissements profonds et résonnants de la présence qui emplissait à présent le hall. Je trébuchais dans le couloir sombre, la porte se refermant derrière moi, avec une finalité tonitruante qui semblait tout faire taire d'un seul coup. Le bourdonnement disparut. Les cris avaient d'emblée disparu. Le seul bruit était ma respiration irrégulière, alors que je m'effondrais à genoux, le sol de pierre froide sous moi, me rappelant que j'étais encore en vie. Le silence ne dura pas. De l'autre côté de la porte, je l'entendis, le son grave et résonnant de la tablette, lointain, mais qui s'élevait à nouveau, appelant quelque chose qui attendait dans l'obscurité. Je sus alors que ce n'était pas fini. Ce qu'ils avaient invoqué, cette chose ancienne qui s'était réveillée dans ce couloir, écoutait toujours. Le couloir me parut plus long qu'auparavant, ses murs étroits se pressant vers l'intérieur, tandis que j'avançais en trébuchant, serrant mon épaule, où la douleur palpitait comme un battement de cœur. L'air était toujours lourd, chargé d'une odeur persistante de cire et de quelque chose de métallique, mais le bourdonnement avait disparu, remplacé par un silence si profond qu'il n'était pas naturel. Je n'ai pas osé regarder en arrière. Je ne voulais pas voir si quelque chose m'avait suivi, une ombre de cette pièce qui s'accrocherait à moi pour toujours. Mon esprit se brisait déjà sous le poids de ce que j'avais vu, et je ne pouvais pas risquer d'en voir plus. Lorsque j'atteignis enfin la porte en bois qui donnait sur le monde extérieur, je la poussai, les mains couvertes de sueur et de sang, cherchant désespérément à m'échapper. Elle s'est ouverte en grinçant sous mon poids, et j'ai dégringolé dans l'allée étroite, mon corps s'effondrant sur le trottoir gelé. L'air froid m'a frappé comme une gifle, choquant mes poumons et envoyant des frissons à travers chaque nerf. J'ai roulé sur le dos, fixant le bout de ciel visible entre les immeubles, haletant comme si je m'étais noyé et que je venais seulement de remonter à la surface. Les étoiles au-dessus de moi étaient immobiles, silencieuses. Je détestais leur apparence. Elles observaient,
attendait, comme si elle savait ce qui s'était passé et ce qui allait se passer. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé. Quelques minutes, des heures, le monde avait perdu toute notion du temps, comme s'il avait été dépouillé en même temps que ma santé mentale dans cette salle infernale. Mais finalement, mon corps se força à bouger, à ramper vers un semblant de sécurité. Je me relevai en titubant, m'agrippant au mur pour garder l'équilibre, m'éloignant de cette porte maudite, l'emblème brûlant de l'étoile et de l'œil gravé dans mon esprit. La rue était vide, silencieuse. Ses réverbères clignotaient faiblement, comme s'ils luttaient pour percer l'obscurité. J'ai trébuché vers la route principale, mes membres tremblants et lourds, mes pensées défracturées et incomplètes. Mes vêtements étaient vignes et tachés de sueur et de sang, mes mains écorchées et déchirées. Je me sentais comme un homme revenant d'un champ de bataille, sans pouvoir dire si j'avais gagné ou perdu. Lorsque j'ai atteint la limite du quartier, j'ai trouvé une station-service, un phare vacillant de normalité dans un monde qui ne semblait plus réel. J'ai trébuché à l'intérieur, les lumières fluorescentes m'aveuglant après le sombre cauchemar auquel j'avais échappé. L'employé a levé les yeux de derrière le comptoir, son visage passant du désintérêt à l'inquiétude lorsqu'il a vu mon apparence. « Bon sang, mon pote », a-t-il marmonné, « qu'est-ce qui vous est arrivé ?» J'ai ouvert la bouche pour parler, pour expliquer, mais les mots ne venaient pas. Que pouvais-je dire? Que j'avais assisté à un rituel plus ancien que le temps lui-même? Que j'avais vu des hommes en robe se sacrifier à une force qui ne pouvait être nommée? Que quelque chose d'ancien et de mauvais avait regardé en moi et vu tout ce que j'étais, tout ce que je n'étais pas? « À l'aide, murmurai-je enfin, la voix rauque et brisée. « S'il vous plaît. » Les jours qui ont suivi ont été flous. Je ne me souviens pas comment je suis rentré chez moi, ni ce que j'ai dit à l'hôpital quand ils m'ont soigné, mais j'ai réussi à les convaincre que j'avais été attaqué dans un bâtiment abandonné. Un cambriolage qui a mal tourné, c'est l'histoire que j'ai retenue. Personne n'a posé trop de questions. La police allait et venait, notant les détails que je ne me souvenais pas leur avoir donnés. Ils n'ont pas regardé de trop près. Pourquoi le feraient-ils? Ce n'était qu'un incident de plus dans une ville pleine d'ombre. J'ai essayé de reprendre ma vie, mais quelque chose avait changé. J'avais changé. Je n'arrivais pas à dormir. Quand je fermais les yeux, je voyais les personnages vêtus, leur peau se détachant, leurs yeux creux fixés sur moi, comme si j'étais l'intrus dans leur espace sacré. J'ai vu la tablette de pierre briller de sa lumière impie, la présence mouvante qui s'élevait au-dessus d'elle, une ombre qui emplissait mon esprit de son immensité et de son impossibilité. Et j'ai senti le bourdonnement, la vibration qui persistait dans mes os, faible mais constante, comme si quelque chose m'avait marqué, m'avait revendiqué comme sien. Le pire, c'était le sentiment. Je n'étais pas seul. Dans les moments calmes de la nuit, lorsque le monde extérieur se taisait, je pouvais sentir qu'il m'observait, dans les coins de la pièce, des espaces sombres sous les meubles, dans les miroirs qui ne reflétaient pas seulement mon visage. J'ai commencé à éviter mon propre reflet, incapable de supporter l'idée de ce qui pouvait me regarder. Et puis la lettre est arrivée. Je l'ai trouvée sur la table de ma cuisine, alors que je n'avais entendu personne entrer. La même enveloppe crème, le même cachet de cire, pressé avec l'étoile et l'œil qui ne cligne pas. Mes mains ont tremblé quand je l'ai prise. Ma peau s'est mise à trembler comme si le papier lui-même était animé de vie. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je savais que rien de bon n'en sortirait, mais je savais aussi que je n'avais pas le choix. À l'intérieur se trouvait une seule ligne de texte, écrite dans la même écriture élégante qu'auparavant. « Vous avez été vu, tu as été choisi. » J'ai laissé tomber la lettre, la bile montant dans ma gorge, alors que la pièce semblait s'assombrir autour de moi. Le bourdonnement revint alors, plus fort qu'auparavant, vibrant à travers les murs, le sol,
l'air lui-même. Je plaquais mes mains contre mes oreilles, essayant de le bloquer, mais il était en moi, s'enfonçant plus profondément à chaque pulsation. C'est alors qu'on a frappé à la porte. Doux au début, presque poli, mais insistant. Je me suis figé, chaque muscle de mon corps se verrouillant en place, alors que l'on frappait à nouveau. 3 coups mesurés qui résonnaient dans l'appartement. Je ne voulais pas répondre. Je ne voulais pas savoir qui ou quoi attendait de l'autre côté. Mais mon corps a bougé de lui-même, entraîné vers l'avant par la même force terrible qui m'avait attiré dans ce couloir. Mes pieds me portèrent jusqu'à la porte, ma main tremblante s'approchant de la poignée. Je l'ouvris. 3 hommes se tenaient là, vêtus de costumes noirs parfaitement taillés, leurs visages cachés derrière des masques identiques à celui que portait l'homme dans la salle de l'étoile silencieuse. L'ivoire brillait dans la faible lumière du couloir, leur sourire sculpté était de fixe et inflexible. « Vous avez été choisis », dit l'un d'eux, d'une voix calme, presque apaisante. « La cérémonie était incomplète, vous devez revenir. » Je secouai la tête, reculant d'un pas, mais Laomo sortant dans un murmure brisé. « Non, non, je n'y retournerai pas. »« Vous ne comprenez pas, » a répondu l'homme en faisant un pas en avant. « Ce n'est pas à toi de choisir. Le chemin a été tracé, la marque a été donnée. Je n'ai pas eu besoin de demander ce qu'il voulait dire. Je la sentais, cette marque, invisible mais inéluctable, gravée en moi dès l'instant où j'avais plongé mon regard dans l'infini de la présence. J'étais entré par hasard dans leur monde, et maintenant ils ne voulaient bâconner plus me laisser partir. Les hommes se sont écartés, et derrière eux, je l'ai vu, la lumière. Faible au début, brillant doucement au bout du couloir, mais palpitante, vivante, elle m'attendait. Le bourdonnement s'est amplifié, faisant trembler le sol sous mes pieds, noyant mes pensées, mes peurs, ma santé mentale. Et j'ai compris, ce n'était pas fini, ce ne serait jamais fini. J'avais été vu, j'avais été choisi, et maintenant je leur appartenais.